Oui. 20h03, ouverture de la séance ordinaire. Vous avez reçu l'ordre du jour sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez ajouter à l'ordre du jour? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Alain? Proposition? Les items affaires municipales et affaires nouvelles demeurent ouverts jusqu'à la fin de la soirée. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2025. Pour les nouveaux venus, je vous rappelle que vous devez avoir été présent à la rencontre pour pouvoir proposer. Est-ce que ceux qui y étaient, c'est conforme? Jean, merci. Alors, point 4, mot de la préfète. Ça va être un petit peu long ce soir. Non, ça en bas de 2 heures, je vous le promets. C'est mon dernier conseil que je préside. Puis j'ai fouillé dans les documents que j'avais pour. Merci beaucoup. Ça, Charles, sont fins, eux autres aussi. J'ai fouillé dans mes documents, ce que j'ai écrit au fil des 8 dernières années. Puis, j'ai trouvé ce que j'avais écrit en mars 2017. Pourquoi je me présentais à l'élection municipale? Je vais vous lire le texte, puis je vais commenter un petit peu. On est le 15 février 2017. C'est le lancement du livre de la tournée Faut qu'on se parle, à laquelle j'ai participé. Le titre évocateur de l'ouvrage traduit bien ce que nous ont partagé des milliers de personnes durant la tournée, ce qu'elles ont exprimé et ce que nous avons constaté. Ne renonçons à rien. Et ne renoncer à rien, c'est au premier chef une invitation à agir. Évidemment, durant ce lancement-là, on parle de tournée médiatique. Et à Gravel le matin, à l'époque, c'était Alain Gravel qui animait l'émission du matin à Radio-Canada. La question est venue, maintenant, vous allez faire quoi? J'étais en compagnie de Gabriel Nadeau-Dubois, puis j'ai dit, de la politique. On veut être là, on le fait la tournée pour entendre les gens, on veut être là, on va faire de la politique. Et la suite logique de la politique, l'autre question, c'est à quel niveau? Avec qui? Et là, pour moi, ça, c'était pas clair ce matin-là. Puis, j'ai lancé sur les ondes, je vais poser la question aux gens au Témiscamingue, où est-ce que ce serait intéressant pour eux? Où est-ce que mon implication pourrait être bonne pour eux? C'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait en venant au Témiscamingue. Ils voulaient bien entendu entendre parler de la tournée et du livre. Puis, j'ai posé la question aux citoyens du Témiscamingue. Où pensez-vous que je peux être le plus utile pour la population ici? Ce que je voulais faire, c'est faire de la politique autrement. Ce que j'ai réussi à faire, c'est à faire de la politique autrement. Pas à décider, mais à animer. Puis ce que j'ai fait de plus important durant les 8 dernières années, c'est pas un projet, c'est pas une idée, c'est pas mener des actions. Ce que j'ai fait de plus important, ça se touche pas, ça se calcule pas, ça se mesure pas. C'est de donner confiance aux gens sur le potentiel qu'ils ont, sur les capacités qu'on a à agir. Tu n'es pas capable de mesurer ça sur une échelle, tu n'es pas capable de prendre la température, tu ne peux pas le calculer. Mais la confiance que les gens peuvent développer parce que tu les écoutes, parce que tu leur parles, parce que tu entends, pas juste écouter ce qu'ils disent, mais que tu comprends ce qu'ils vivent. Puis le fait qu'ils peuvent avoir des moyens, si petits soient-ils, pour agir, ça donne confiance et ça donne des ailes. Je regarde les municipalités comme Moffett, comme Rimini, comme Nedley, comme Fabre, comme même Béarn. Je le dis en riant parce qu'on a bien rigolé. Je regarde toutes les municipalités qui ont grandi depuis les 8 dernières années. On a augmenté un peu notre population, puis on a fait des beaux gestes.
notamment la campagne, notre stratégie d'attractivité, notamment le fait qu'on a choisi collectivement d'investir dans des grands projets et surtout le fait qu'on a choisi collectivement et ensemble d'investir dans chacun des projets des communautés. Donner confiance. Il n'y a pas un thermomètre qui va vous donner la température de tout ça, mais actuellement au Témiscamingue, malgré les contre-coups qu'on a subis depuis 2 ans, soins de santé, crise forestière, les feux de forêt qui ont indirectement eu un impact concret sur nos entreprises forestières, concrètement, ça reste un milieu, c'est là où on vit. Puis il fait bon y vivre au Témiscamingue. Puis vous avez toujours des moyens. C'est les citoyens qui, au final, avaient dit, quand j'ai lancé l'idée, où est-ce que je devrais aller? C'est les citoyens qui m'avaient dit, ici, Témiscamingue, chez nous, là, maintenant, tout de suite, là. Puis j'ai jamais regretté ce choix-là. Puis je l'ai choisi avec bonheur de m'impliquer au niveau municipal. Si je devais continuer en politique, c'était au niveau municipal. La question m'a été posée au printemps. Est-ce qu'on va voir ton nom sur un bulletin de vote en 2026? Non. Non. Parce que le niveau municipal, c'est là où tu changes des choses vraiment. C'est là où tu joues sur le quotidien et la qualité de vie des gens. Et quand j'ai lancé ça, je disais, je fais le grand saut, je vais mêler de mes affaires, de nos affaires. Ben, c'est ça qu'on fait dans le milieu municipal. On est à hauteur de personne. On est au ras des pâquerettes. On est à hauteur de ce qui se change à tous les jours. Et ce n'est pas un choix facile. Parce que les gens pourraient dire, oh, c'est facile, tu es dans ton milieu, c'est le choix le plus difficile qu'il y a de faire de la politique municipale. Quand tu es à Québec, tu pars de chez vous, tu es à Québec, tu te laisses faire à l'Assemblée nationale, les gens te voient dans une activité publique la fin de semaine. Quand tu es en politique municipale, et vous le savez très bien, tu es à l'épicerie tous les jours, tu es au bureau de poste à tous les jours, tu es au garage à tous les jours, tu es avec tes enfants à l'aréna à tous les jours, ou tes petits-enfants à l'aréna à tous les jours, presque. Tu vois les gens. Moi, c'est devant le comptoir de Cocombe à l'épicerie, je vous l'ai souvent dit. C'est là que les gens m'interpellaient beaucoup. Mais c'est là aussi que je leur disais, moi, je prends les tomates du Québec parce que celles du Mexique ont trop de pesticides. Mais bon, c'est la politique municipale qui est la plus exigeante. C'est la politique municipale qui est la plus valorisante aussi. S'impliquer en politique municipale, c'est se mêler de ses affaires, de nos affaires à nous tous, à tous les jours, pour tous les dossiers. Il n'y en a pas un qui ne tombe pas sur la table du municipal. Puis, comme le disait un ancien maire, M. Godette, Pierre Godette, c'est le niveau de décision où mon fond de culotte est le plus proche du coup de pied du citoyen. C'est tout à fait vrai. C'est à même les expériences de Faut qu'on se parle que j'ai capté comment un élu peut vraiment changer le monde. La solidarité rurale, ça m'a aidé beaucoup pour comprendre la dynamique d'une communauté. Mais quand tu fais une tournée pour juste écouter les gens, tu comprends que c'est l'écoute, justement, qui est la première base d'un élu municipal. Écouter. Ça ne veut pas dire de changer d'idée à toutes les phrases que les gens vont dire. Ça veut dire d'être capable de capter les messages. J'ai des exemples autour de la table où vous le faites très bien. Ça veut dire de comprendre. Ça veut dire de trouver les lieux d'équilibre. Et ça, l'équilibre dans des communautés, dans des collectivités, dans des sociétés très polarisées, l'équilibre, c'est la chose la plus difficile à trouver. On met tout en opposition. L'environnement contre le développement économique, non. Les jeunes contre les vieux, non. Les familles contre les travailleurs, non. On a besoin de tout pour faire une société qui est bien construite. On a besoin de tout le monde. Mais l'équilibre, il faut le trouver et agir avec délicatesse. Parler tout bas ou parler moins fort. Parler plus fort quand tu ne parles pas fort d'avance.
Mais il faut agir avec délicatesse. Il faut savoir se parler puis continuer à rire, même si on n'est pas d'accord. Il faut donc se rassembler puis se concerter. C'est d'ailleurs les succès que vous connaissez dans vos communautés actuellement, avec tout ce que vous avez développé. Ces succès-là, ils reposent sur le fait que vous avez su rassembler les gens autour des idées et des projets que vous avez mis de l'avant. C'est le respect des personnes, des opinions. Puis il y a du monde qui pense vraiment pas comme moi. Puis il y a du monde qui pense tellement comme moi. Et tout le monde a un cheminement de réflexion qui mène à son opinion. Et ce cheminement de réflexion-là, il est important. Ils ont fait un bout de chemin avec les informations qu'il y avait, avec leur capacité à comprendre, à analyser ces informations-là. Ça vaut la peine de respecter et d'écouter ce que les gens ont à dire. Je vous remercie infiniment, vous autres les élus, mais aussi les citoyens, de la confiance que j'ai eue dans les 8 dernières années. Ça a été magique, magique. Et je vais vous dire, c'est la phrase que j'ai préparée. Je ne sais pas si je vais la dire sans pleurer, mais bon. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse 2895 immenses merci. 2895, c'est en effet le nombre de jours où j'ai pu œuvrer avec vous au développement et au rayonnement actif du Témiscamingue. Et pour appuyer le travail fait dans chacune des communautés témiscamingues. La MRC tout seul ne fait rien. La MRC, son rôle, son premier rôle, c'est d'accompagner les communautés, d'accompagner les municipalités. Et ça, je trouve qu'on l'a bien fait. D'ailleurs, merci beaucoup, Lynn, parce que tu drives ton équipe avec énormément de doigté. Et c'est pour ça que c'est efficace auprès des municipalités, tout le travail de la MRC. J'ai constaté la multitude d'actions et de réalisations pour la population et dans chaque municipalité depuis 8 ans démontre bien notre capacité collective à relever les défis et à soutenir la vitalité de notre territoire. Ces succès, tout autant que les embûches surmontées, témoignent de notre volonté de vivre dans un milieu de qualité. C'est un chapitre qui se termine pour moi, un passage dont je suis très fière. Et je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur mon engagement pour porter haut et fort le Témiscamingue et pour soutenir vos rêves et vos ambitions. Je serai toujours là. Et grâce à vous, au congrès de la SQM, j'ai eu un beau prix. Vous étiez plusieurs à être là d'ailleurs. J'étais sans mots. C'est littéralement ça. Et ça m'est vraiment pas arrivé souvent dans ma vie. Au congrès de la FQM, on m'a remis le prix Jean-Marie Moreau, qui est un prix attribué à la personnalité municipale qui a fait une différence, qui a assumé un leadership fort et qui a fait une différence dans son milieu. Encore une fois, merci Lynn, ainsi que vous tous, parce que j'ai appris que vous aviez tous été complices, ainsi que mes collègues préfets de la région. Ça fait chaud au cœur. Ça a quasiment fait changer ma décision. J'étais plus certaine que j'allais pas me présenter, mais vraiment, ça fait chaud au cœur un prix comme celui-là, de la part des gens avec qui et pour qui j'ai travaillé. Merci beaucoup. Je vais te le prêter, le trophée, quelques semaines pour que vous puissiez en profiter. Mais moi, je suis très, très fière de ce trophée-là qui représente, c'est concret, là, c'est un morceau concret du travail que j'ai porté pendant 8 ans. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Alors, période de questions de l'assistance s'il y a lieu. Candélie, ce soir, avec des questions? Merci.
Pour les nouveaux maires, ça n'a pas toujours été comme ça. Je vous le dis d'emblée. Alors, suivi des dossiers de territoire, plan climat, suivi des travaux. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Suivi des travaux du plan climat. Juste vous mentionner que les comités d'experts dont on avait parlé lors de la dernière séance ont été constitués. Il y a déjà eu des rencontres et il y a déjà eu un désistement. Il y a une personne qui avait été nommée qui a demandé à être relevée de sa contribution pour des raisons personnelles. Donc, on a vu à nommer une autre personne sur le comité d'experts. Et les travaux se poursuivent activement. Par ailleurs, on vous avait mentionné que Lauriane ferait plusieurs interventions dans les municipalités pour compléter notamment toute la stratégie, toutes les demandes et besoins d'information pour le bilan carbone avec Coop Carbone. Donc, ça aussi, ça a été fait avec beaucoup d'efficacité. Et le dossier suit son cours et on est toujours dans les échéanciers qu'on s'était donnés sur le plan climat. Alors, avec un dépôt de notre plan climat avec toutes les portions que ça exige, prévu pour octobre 2026. On a jusqu'au mois de mars 2027 et nous, on voulait déposer le plus rapidement possible octobre 2026. Pour les nouveaux élus, je vous mentionne que le plan climat, c'est une somme de 1 078 000 que la MRC a reçue pour établir quelles sont nos fragilités, nos défis en lien avec les dérèglements climatiques, quel est notre bilan carbone, où est-ce qu'on pourrait faire moins, émettre moins de gaz à effet de serre et quels sont les gestes qu'on doit poser pour améliorer notre milieu de vie, notre performance en matière face au dérèglement climatique, améliorer notre résilience et notre performance. Et les sommes qui vont rester du million et quelques qu'on a reçus pourront servir à réaliser des projets ou des propositions à l'intérieur du plan climat. Les travaux sont enclenchés depuis le mois de janvier. En fait, le mois d'octobre l'année dernière, mais le mois de janvier, la première rencontre de travail avec les élus avait eu lieu. Et depuis, le dossier chemine selon l'échéancier qu'on s'était donné. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Oui, Alexandre? Est-ce qu'on a une idée budgétairement des sommes qui pourraient rester suite à l'exercice de la rédaction du plan? On était autour de 500-600 000 à peu près. En bas de 500. En bas de 500? 50 environ. 550, hein? L'avoir au budget, vraiment. Si. Il y a une ressource. On a une ressource qui est embauchée et il y a les firmes qui ont été retenues là, pour faire le travail avec nous qui sont incluses. Là. Il y avait un budget de 127 millions qui était alloué, 127 millions qui était alloué pour la réalisation des plans climat. Et il y a un budget de 500 moins 127, 300 quelques millions qui restent disponibles pour réaliser des projets. Et les sommes qui nous resteront du million qu'on a reçu servent aussi à réaliser des projets. Alors, voilà. Pas d'autres questions? Crise forestière, dernier développement. Je vais plutôt laisser la parole à Alain sur la crise forestière. Oui. Aïe, Alain, on se l'est dit la semaine passée. Je te fais la passe sur ce dossier-là après la rencontre avec Ryan. Ben, honnêtement, là, je ne sais plus ce que j'ai le droit de dire ou non. OK. Peux-tu t'aider? Oui. Il y a eu une rencontre avec Ryan la semaine dernière à la demande de l'entreprise pour, puis je comprends ce que tu veux dire parce que je ne sais plus ce qu'on a le droit de dire. L'entreprise a beaucoup travaillé pour une proposition de relancer l'usine qui a été fermée. Clairement, ce qui se faisait là avait perdu de l'efficacité et de la performance. Ils travaillent sur d'autres projets, d'autres façons de faire et d'autres. C'est de relancer l'usine. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire, on ne pense pas que c'est dans les 3 prochaines semaines, mais le travail va très rondement. Et ils étaient très contents de nous parler de la dynamique qu'ils ont instaurée,
Ils font des tests, ils font des essais, puis c'est des employés retraités qui viennent collaborer à la réalisation de ces essais-là. C'est quand même pas banal, là. Fait qu'il y a un changement de ton, il y a un changement il y a une collaboration très concrète qui s'est installée avec l'entreprise, avec les citoyens autour, avec le syndicat. Il y a une collaboration et un partenariat très, très concret qui s'est développé. Les gens sont confiants de pouvoir relancer le business. La bonne nouvelle, c'est qu'ils attendaient des réponses d'Hydro-Québec et les réponses sont positives pour la suite des choses, notamment sur la boulevard 10. Les annonces viendront en temps et lieu là, sur les mandats, les contrats. C'est ça que tu ne savais pas si tu pouvais le dire? Juste pour expliquer au monde, je connais vraiment l'usine comme le fond de ma poche. Je connais les gens comme le fond de ma poche. Je vous parlais février, mars, comment il y a eu du travail derrière scène de fait pour ramener le monde à la table ensemble. Et je suis beaucoup en contact avec Pascal Champoux, le PDG actuel, que j'ai travaillé avec pendant 20 ans. Je suis au courant de beaucoup d'informations. À un moment donné, ça devient dur, je peux dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Fait que, tout ce que Claire, tu sais, pratiquement, elle peut le dire. Parce que toi, t'en sais plus. Ben, Un petit peu, oui. Un petit détail qui est très encourageant, c'est que les 4 essais de nouveaux produits qui ont été faits à date sont très prometteurs, mais sont pour améliorer les marges de ce qui opère encore. Incluant de repartir la machine avec des employés retraités. C'est un essai par rapport à un produit qui est fait par une usine qui opère encore, mais juste c'est fait différemment. Mais pour ce qui est d'une étude pour une relance d'une usine qui a été arrêtée, ça aussi, il y a un plan de travail pour ça. Et juste avant d'avoir des réponses, ça peut nous emmener en décembre 2026, mais le plan de travail est fait. Les contrats sont alloués à des firmes d'ingénierie externes pour aider Ryan. Ça et tout, c'est très positif en soi. Il y a des gens qui veulent avoir de l'information en toute transparence. Non, pas plus. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la crise forestière et les derniers développements? Tu en parler, Luc? 45 c'est pas mal. Moi, je pense qu'on devrait vendre le bois au départ aux Américains 45 plus cher. Sauf que ça veut dire encore, quelque chose de très sérieux, c'est que pour juste l'usine à Béarn, toutes les usines qui font des 2x4 vont falloir qu'ils fassent d'autres choses un jour ou l'autre. Parce qu'elles sont appelées à mourir. Parce que c'est pas juste à faire du 2x4 puis du 2x6 que tu vas m'aider dans des grilles forestières. Parce que ces taux-là, je ne vois même pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Fait que faut être inventif. Et il faut vraiment sérieusement regarder d'autres choses avec nos forêts et nos moyens. Et on est à l'ouest. C'est bon, ça. C'est autant que lui, parce que lui, il se fait le vieux, ça fait longtemps qu'il travaille dans ce moulin-là. Moi, on prend pour ça. Alors, on passe à un autre sujet. Merci beaucoup. Et je vous rappelle qu'on fait toujours juste une réunion en même temps. 6.3, annonce fédérale concernant Post Canada. Juste pour vous mentionner, il y a un moratoire qui existe depuis 1994, qui avait été obtenu à l'époque par Solidarité rurale du Québec, sur les fermetures de bureaux de poste en milieu rural. Et actuellement, il y a une annonce qui a été faite avec Post Canada sur l'arrêt de la distribution du courrier porte-à-porte, les facteurs, et sur en fait, c'est la fermeture des bureaux de poste 5 jours semaine. Ils favoriseraient une disponibilité des services postaux, mais moins, la fréquence serait différente. La Fédération québécoise des municipalités suit le dossier. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer de préserver les bureaux de poste dans les milieux véritablement ruraux, ce qui représente pratiquement là, 900 municipalités au Québec. Et le ministre Joël Lightbound a demandé à Post Canada de présenter un plan de mise en œuvre et que la FQM va être consultée avant toute décision sur l'abolition du moratoire. Maintenant, on comprend que la FQM va être
consulté? Est-ce qu'on sera écouté? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais avant toute prise de décision, la FQM sera interpellée sur le dossier. Il est possible que vous soyez appelé à commenter rapidement, parce qu'on parle de 45 jours, là, puis ça a été fait dans la semaine dernière, là. Fait que, il est possible que vous soyez appelé à donner des commentaires rapidement, mais je vous invite à suivre les infolettes de la FQM s'il y a des développements. Luc, tu voulais faire une intervention? Il va falloir aussi que la FQM contacte, sortir de sa zone de confort, puis contacte les autres provinces. Parce que là, on parle du Québec, oui, il y a 200 municipalités. Il y a 1114 Non, municipalités. mais on parle de rural directement. Sauf que dans l'Ouest canadien, si tu as Saskatoon, Edmonton, Calgary, c'est tout du rural. Les plaines, tout l'Ouest canadien, puis l'Est, c'est du rural. Il faut voir que ces gouvernements-là, c'est impliqué aussi. Parce que c'est fédéral, des postes. Dans le monde, il n'y a pas juste Montréal, Vancouver, Toronto. Là. Il y a d'autres affaires. C'est les ruraux qui ont le plus à part. Saint-Laurent ne fermera jamais. À Toronto, ça ne fermera pas. Les ruraux, oui. Donc, nous autres, on se voit choisir les voitures avec les gars. Ouais, je fais ça d'être prof. Ben, on est au courant, nous. Mais puis tu as raison, les autres, ben, il y a la Fédération canadienne des municipalités avec qui M. Demers de la FQM siège aussi à la Fédération canadienne des municipalités. Fait que tu as raison, c'est plus que. Mais notre représentant à nous, Québec, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je passerai au point 6.4. La panne du 10 septembre, il y a eu, on a fait un post-mortem. Alors, Lynn, est-ce que tu veux en parler ou tu veux que j'y aille? OK. On a fait un post-mortem sur la panne du 10 septembre. Je vous rappelle que c'est un camion qui a rompu les câbles, qui a tiré assez fort que pas juste les câbles qui ont passé, là. Ils ont tout arraché les photos. Alors, et ça a entraîné une perte à peu près totale de services Internet et cellulaires, assez pour qu'on s'aperçoive que nos services d'urgence prennent conscience qu'il n'y avait plus accès au 911, aux appels d'urgence, et qu'il y ait un déploiement des mesures d'urgence, des services d'urgence, des situations d'urgence sur le territoire. Il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites, mais on a relevé 3 choses. D'abord, ça a l'air qu'on a été chanceux sur une panne comme ça, parce que ça avait été juste 1 kilomètre plus avant, dans la courbe, dans la grande courbe avant d'arriver à Notre-Dame-du-Nord, c'était le réseau complet, tout tombait. Le réseau complet aurait été affecté. Là, on a quand même certaines belles cablevision fonctionnant encore sur certains réseaux. Le téléphone filaire a continué à fonctionner. Si ça avait été un peu plus loin, même le téléphone filaire aurait été endommagé. Le premier constat qui est sorti de ce post-mortem-là, c'est comment on assure des communications si tous les réseaux tombent en même temps. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont en étude actuellement, mais le premier constat, c'est comment on garantit les communications? Est-ce qu'on installe des postes filaires dans chaque caserne, par exemple? Est-ce qu'on donne des postes filaires dans toutes les municipalités? C'est qu'est-ce qu'on analyse? C'est aussi la disponibilité des services Starlink, parce que Starlink a continué à fonctionner par satellite. Les services satellitaires ont continué à fonctionner durant cette panne-là. Donc, c'est de quelle manière on assure une desserte dans les communications des services d'urgence s'il arrive une autre situation de cette manière-là. Les principaux constats et tout ça. Il y avait la deuxième des choses, c'est comment on mobilise. Comment on inscrit cette situation-là dans la planification des services d'urgence, des mesures d'urgence. Alors là, il y a un travail qui va aussi se poursuivre avec les DG. Puis le dernier constat, là, communication, vulnérabilité, absence de redondance. Ça, on a déjà fait l'intervention au
conseil du mois de septembre en demandant. Et la dernière intervention, c'était coordination intermunicipale et les responsabilités. Donc, non seulement l'inscrire dans nos mesures d'urgence, mais s'assurer qu'il y ait une bonne coordination entre les municipalités quand ça se passe. Et vous avez la liste des suivis à faire là, sur quels sont les moyens de communication privilégiés, de quelle manière on inscrit ça dans la planification des mesures d'urgence qui est en train de se travailler avec justement les DG, puis de quelle manière on peut inclure ça dans la formation des élus, des nouveaux élus, des DG. Et quand on parle des élus, c'est les maires, mais aussi les conseillers et les directions générales des municipalités. Et ça se travaille dans les prochaines semaines. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose? Non, c'est un bon rapport. OK. Je sais qu'il y avait d'autres maires présents là, à la discussion. Fait que si vous avez des commentaires à ajouter ou si vous avez des questions, allez-y. Il n'y en a pas? Oui, Alexandre, excuse. Dans le post-mortem, est-ce qu'il y avait des gens aussi des câbles distributeurs qui étaient là ou d'Hydro-Québec? Non, il y avait eu des discussions avec, par exemple, tu sais, comme les gens de la Risette avaient eu des discussions avec les gens des câbleaux distributeurs, mais ils n'étaient pas présents au post-mortem. La question, c'est au niveau de l'intervention elle-même, est-ce qu'il y a des apprentissages à faire? Parce que le délai d'intervention et de réparation était quand même très long en soi. Je ne sais pas s'il y a des éléments là-dessus qui sont sortis aussi sur la coordination des équipes et tout ça, s'il y avait quelque chose de particulier par rapport à ça. Bien, puis ça ne rentre pas tellement dans les mesures d'urgence des municipalités, ça rentre plus dans les réactions d'urgence des entreprises. Mais sur les délais, le soir, nous, on était ici là, en réunion du CA, puis tout a lâché à 3 heures à peu près. Puis quand Nico est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame-du-Nord? On a pu, nous, on essayait de réagir en fonction d'un CA où on n'a plus de plateforme. Là. Fait que comment on fait pour tenir la séance de travail? Puis il était déjà à l'œuvre. Les équipes de réparation étaient déjà à l'œuvre et pouvaient déjà dire à quel moment ça allait. Ils disaient dans le courant de la nuit, là, finalement, tous les services sont revenus en fonction autour de minuit 10 exactement. Mais non, ça, on n'a pas discuté parce que ça ne rentre pas dans nos préoccupations du service d'urgence. Par contre, les gens de la Risette, il y avait des DG aussi qui avaient fait des suivis puis qui avaient parlé aux câbleaux distributeurs et aux services téléphoniques. Oui. Si ça peut aider, ce qui est connu, c'était quand même, je pense, de 48, fait pas petit, il était vraiment compris. Il a fait venir un bout de plus long. Là, il y avait 48 soudures de fibre optique à faire. Il était sur le travail assez rapidement. Tout à fait. Mais c'était 5, 6, 7 heures de travail de soudure. C'est ce qui est connu. Alors, ça va pour ça. On parle donc au point 7, service d'aménagement du territoire. Je laisse la parole à Daniel Ducrot. Reconduction de l'article 140 du défunt projet de loi 97. Vous vous souvenez du projet de loi sur les forêts qui a fait beaucoup de jaser. Il y avait un article dans le projet de loi qui concernait les projets pilotes relatifs à la villégiature en terre publique, qui concerne les chalets et les camps de chasse. On vous a rapporté souvent les problèmes ou les irritants avec les normes ou les façons de faire du ministère qui sont provinciales ou mur à mur. Alors, si vous êtes d'accord, on proposerait de demander au ministre des Ressources naturelles de reconduire cet article-là des projets pilotes qui permettraient d'adapter un peu les normes aux particularités régionales. Merci. Vous avez la description des propositions du projet pilote et vous avez la résolution sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Marco, merci. Oui, tu t'es fait dépasser tantôt pour l'autre jour. Ou même il y en a d'autres qu'à lui. Ah, c'est bon. 7.2. Ça va pour tout le monde? Oui. Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur la taxation sur la dégradation du paysage à l'annuel. Toujours Daniel.
C'est une demande du comité municipal de l'annuel. C'est un règlement qui s'applique seulement à l'annuel. Alors, le fort qui est proposé, c'est la motion pour changer les dates, parce que pour les dates au niveau des inspections, au niveau des nettoyages des terrains, à l'annuel, c'est surtout des résidents qui sont l'été, et puis ce serait de rapprocher les dates en été par rapport au règlement actuel. Alors, à une prochaine séance, si vous êtes d'accord, on apportera un projet de règlement pour compléter la procédure. Dans le contexte, est-ce que tu as besoin d'avoir une motion? Oui. S'il vous plaît. Motion. Cathy, merci beaucoup. Bruno, donc 7.3. Renouvellement de l'entente de partenariat pour le rétablissement de la population de Touladi sur le réservoir Kipawa. Comme il a été discuté en séance de travail, c'est l'entente sur laquelle on contribue depuis déjà plusieurs années, une dizaine d'années, pour le rétablissement de la population du Touladi. Alors, l'entente serait de l'ordre de 30 000 $, soit 6 000 $ par année pour les 5 prochaines années, qui prendraient fin en 2030. Et les sommes qui seraient investies dans le projet seraient prises à même l'enveloppe des redevances sur les ressources naturelles. Est-ce que vous êtes d'accord à signer le protocole d'entente, Alain? Ça va pour tout le monde? Merci. Suivi du projet d'électrification sur le chemin Maniwaki dans TNO. Daniel, toujours. Vous vous souvenez qu'au mois de mai, on avait fait rapport concernant un projet de prolongement de ligne électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres qui était demandé par les propriétaires de chalets ou des propriétaires d'érablières. Un projet de 7,1 millions. Alors, à l'époque, vous nous aviez demandé à la MRC de documenter un peu de quelle façon on pourrait consulter les contribuables concernés, parce que c'est eux autres qui seraient appelés à payer pour cette ligne-là. Alors, on proposerait, comme vous le voyez dans l'ordre du jour, que ça se fasse via notre site Internet. On écrirait une lettre à tous ces gens-là. Et sur notre site Internet, il y aurait l'information, il y aurait les cartes, il y aurait l'explication du projet, il y aurait comment ça se financerait, puis les gens pourraient poser des questions, l'université pourrait leur répondre. Les gens pourraient avoir des questions, poser des réponses à chaque citoyen un peu, puis vous auriez à la fin du processus un peu une idée, est-ce que il y a une adhésion par rapport à ce projet-là, parce que typiquement, c'est avec la MRC adopte un règlement d'emprunt pour financer ce projet-là. Pour les maires qui arrivent, on va rappeler que la demande pour l'électrification, ça concerne 137 propriétés. Le 7,1 millions, évidemment, ce n'est pas à la MRC d'assumer cette facture-là. La façon de procéder à ce moment-là, c'est de faire le règlement d'emprunt et on procède avec Hydro-Québec à l'installation, mais les propriétaires remboursent par le biais du compte de taxes, selon un étalement qui est déterminé, selon la facture globale pour chaque propriétaire. Les propriétaires remboursent la facture qui est impliquée. Ce que Daniel vient de proposer, c'est la manière de rendre l'information disponible aux propriétaires et voir si oui ou non ils veulent qu'on procède, mais ça va être à leurs frais. C'est les propriétaires qui assument la facture. Daniel, tu n'as pas parlé dans la proposition de l'éventualité de faire une rencontre publique, à tout le moins, là, comme il y en avait eu. Pas exclu. Et, la première étape, c'est vraiment de pouvoir rendre disponible une partie de notre site Internet pour ce projet-là. OK. Les personnes intéressées puissent voir le projet, poser leurs questions, que l'université puisse leur répondre et puis qu'ils puissent s'exprimer pour ou contre ce projet-là. Ce n'est pas exclu dans une deuxième étape qu'on va Faire une rencontre. Vous avez des questions? Oui, Luc? Deuxième paragraphe, lorsque le service postal sera rétabli, il est rétabli au Télécharge. Ça a été préparé il y a plusieurs semaines. Question. Alain, oui? Dans un projet comme ça, qui cite, bon, mettons 137, la MRC, c'est pas elle à payer, comme tu dis. Est-ce que la MRC est d'une aide quelconque envers eux pour aller chercher des subventions? Pourquoi ça leur coûte 7,1 divisé par 137? Oui, bien, il y a un montant. La MRC paye, OK?
Et il y a un montant que Hydro-Québec rembourse à la MRC, mais c'est pas le montant total. Mettons que ça coûterait 40 000 ou 50 000 par propriété. Je ne sais pas le calcul. Luc, tu me le calcules-tu? Toi, t'es bon en calcul. 700 par 134. 7,1 millions. 7,1 millions par Tu dis 134. 700 par 134. 51. 51 000. 51 millions. 51 000, Il y a pardon. un bout de zéro après. Merci beaucoup. OK. Fait que... Je peux pas tout faire, vous. Merci, Luc. Merci. Fait que c'est 51 000. Le Hydro-Québec rembourse. Daniel, c'est quoi? C'est 7 000 à peu près. ça. Ah, oui. Fait que quand on s'adresse aux gens, il faut leur dire que la facture sera de tel montant, puis elle est étalée sur plusieurs années. Et les propriétaires choisissent ou non, veulent-ils avoir l'électricité ou pas. Rappelons-nous que s'ils sont branchés l'électricité, il y a aussi une augmentation de la valeur des propriétés. Mais est-ce que s'il y en a juste la moitié, mettons qu'ils disent oui, est-ce qu'il y a une obligation au 131 ou pour que tout le monde soit d'accord? Ça dépend du règlement que la MRC va faire à ce moment-là. C'est Parce que le règlement est sujet à l'approbation des citoyens. ça. C'est bon. Fait que tu peux dire, ben, si on y va de l'avant, si, mettons, il y a 80 des gens qui veulent, on va de l'avant, c'est 100 qui payent. Mais à partir du moment où le fil électrique passe chez vous pour 80 du monde, ben, ce serait surprenant que tu continues avec ta lampe à l'huile. Si je tiens à mettre, Est-ce que vous avez d'autres questions pour Daniel? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on passe au point suivant. Tirage au sort, c'est toujours Daniel. Tirage au sort des 8 grands terrains de villégiature dans le secteur Miwapani. Vous avez aussi l'information dans l'ordre du jour. là. C'est juste pour dire que les billets sont en vente pour le tirage au 10 novembre, je crois. C'est qui peut avoir. Puis juste vous dire que c'était dans la presse ce matin, à côté de l'article sur les citoyens du Témiscamingue qui n'ont pas accès à leur médecin. On est sur la map. Alors, c'est les 8 terrains qui étaient demandés par la municipalité qu'il faut avoir. Voilà. une petite question là-dessus. Oui, vas-y donc. Est-ce qu'on garde notre approche en disant qu'il faut au moins qu'il y ait un pourcentage du nombre de Témiscamingue qui peuvent mettre dessus? Ou Ben, non, c'est pour. Nous, ce qu'on fait dans ce contexte-là, Luc, c'est de mettre, parce que ça, c'est le ministère qui fait le tirage. Mais nous, ce qu'on fait, c'est de la publicité. Ouais. C'est de promouvoir cette possibilité-là pour qu'il y ait un maximum de gens intéressés du Témiscamingue qui s'inscrivent au tirage. Désirez-vous qu'on envoie un dépliant à toutes les boîtes postales au Témiscamingue? C'est toi qui vas les distribuer. Il ne distribue plus les dépliants. Oui, ça, il dit. Samy? Effectivement, il y a des clients qui sont maintenant en impression et sont distribués au cours de la semaine prochaine. C'est déjà en route. OK, c'est déjà en route. Les circulaires, ça, là, c'est des dépliants. C'est des dépliants, OK. C'était une demande du conseil l'année passée, Oui, il y a 2 ans. 2 ans. On ne peut pas contrôler qui va appliquer pour le tirage au sort, mais on s'est engagé à informer. À informer à peu près la science. Je dirais que ça fait l'affaire du RRS aussi, là, plus que de 20 cafés, 87 pièces, mieux que c'est. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ça va être envoyé aux municipalités. On va le mettre dans l'infolette aussi. Ça va être envoyé aux municipalités pour qu'on puisse aussi le partager sur nos réseaux sociaux de Oui. municipalités. Oui, absolument. On va le mettre dans l'infolette, Alain. Fait que si tu veux le reprendre pour ton message aux citoyens, tu peux. Puis, déjà? Oui, la semaine dernière. On l'a fait la semaine passée. Ben oui, on va vous envoyer une publication pour que vous puissiez le partager. Oui, c'est vrai, il avait fait la semaine. Donc, ça va pour ça? Oui. 8. Résolution d'appui à la MRC d'Abitibi-Ouest concernant les enjeux liés à la mise en œuvre des nouvelles normes du Fonds Région Ruralité, FRR. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Ah oui, c'est moi qui fais ça. Le Fonds Région Ruralité, la nouvelle mouture, on n'a toujours pas reçu les protocoles d'entente qui nous permettent d'agir sur le Fonds Région Ruralité.
Cela étant, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a énormément de discussions qui se passent actuellement avec le ministère des Affaires municipales parce que le ministère voulait restreindre et resserrer beaucoup les possibilités d'utilisation de l'enveloppe, notamment ce qui a trait à la contribution du milieu. On utilisait cette enveloppe-là pour lever d'autres subventions. Le FRR constituait la contribution du milieu. Là, c'est devenu plus difficile et il y a d'autres mécaniques qui sont aussi très contraignantes sur le plan administratif. La conférence des préfets a suggéré que chaque MRC adopte une résolution qui est celle que vous avez devant vous, qui est sous l'égide de la MRC d'Abitibi-Ouest, et qu'on appuie la demande qui est faite sur modifier, qu'on puisse modifier ou revoir les mécanismes de tout ce qui entoure les ententes avec le FRR, qu'on puisse avoir une facilité d'usage de cette enveloppe-là, qu'on retrouve une plus grande autonomie qui est associée au Fonds Région Ruralité que celle vers laquelle on semble nous diriger actuellement. Je rappelle aussi que la FQM est toujours en discussion, là, puis que toutes nos résolutions sont transmises à l'UMQ, à la FQM, parce qu'ils travaillent dans le même sens que nos revendications. Ce qu'on veut, c'est récupérer de l'agilité avec cette enveloppe-là. Vous avez la résolution sur la plateforme. Luc, merci. Point 8.2. Dénonciation des demandes, des interventions répétées du CREAT. Lynn, je vais te laisser la parole. Oui, donc, vous avez eu copie des correspondances qu'on a reçues de la part de la direction du CREAT. Donc, ce qu'on demande, c'est de dénoncer publiquement ces interventions-là qui sont à répétition, malgré qu'on leur fournit toujours la même réponse, c'est-à-dire de se tourner vers le promoteur du projet, qui est la société en commandite Énergie renouvelable Animikie. Donc, dans les dernières interventions, ils ont outrepassé des règles de respect, des règles de fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on emmenait le point en séance publique. Donc, ce serait que le Conseil de la MRC prenne acte des correspondances du CREAT. Que le Conseil appuie la position de la Direction générale et les actions entreprises à ce jour, qu'il rappelle au CREAT sa mission première, qui est d'appuyer les instances locales et régionales dans la planification et la mise en œuvre d'initiatives de développement durable dans le respect des réalités territoriales et en concertation avec les acteurs du milieu, et que le Conseil réitère que l'interlocuteur privilégié pour le présent projet demeure Énergie renouvelable Animikie, que la direction générale soit mandatée pour effectuer tout suivi jugé nécessaire auprès du MEL-CCFP ou de tout autre organisme gouvernemental compétent afin d'assurer la protection du personnel et la préservation du bon fonctionnement administratif de la MRC. Lynn, merci. Ça va pour tout le monde? 8.3, Lynn toujours, cession des équipements de sauvetage de SUMI Oui. de l'Est-Témiscamingue. Si vous vous rappelez, en décembre 2024, vous avez autorisé la cession d'équipements SUMI auprès de la RISIT, la Régie intermunicipale de la sécurité incendie de Témiscamingue. Et au niveau du service incendie de la ville de Témiscamingue, il y avait un équipement qui n'avait pas été cédé. C'était celle de l'Est-Témiscamingue. On a utilisé le VTT au cours de l'été pour réaliser nos inspections sur le terrain au niveau de la délégation foncière. On a, si vous vous rappelez, la RISIT et la ville de Témiscamingue ont déposé un rapport qui demande l'ajout d'équipements au niveau du SUMI. Et dans ce rapport-là, il était question de l'équipement de l'Est-Témiscamingue. Puis nous, à l'interne, on a réalisé que le VTT qu'on utilise pour les inspections, il n'est pas vraiment adapté pour les inspections. Fait qu'on vous recommanderait de céder les équipements, donc la remorque, le VTT, puis tous les traîneaux de sauvetage, parce qu'on avait tous gardé ça.
Donc, on vous recommande de céder ça à la Ville de Témiscamingue à compter du 14 novembre 2025 parce qu'on va terminer notre saison cette année. Ça va? Norm, merci. 8.4, Fonds québécois d'initiative sociale, Lynn, de 2 projets. Oui, on a 2 projets qui sont recommandés par le comité d'analyse qui est sous l'égide de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Donc, ce serait de soutenir financièrement la maison Les 4 saisons du Témiscamingue pour la réalisation d'un plan d'action 2025-2030 pour la table de concertation et de mobilisation en santé mentale, dépendance et itinérance au Témiscamingue. Ce serait un montant de 40 000 qui leur serait accordé. Sinon, il y a aussi le projet du transport adapté collectif du Témiscamingue, qui est la mise en place d'un système d'autopartage communautaire pour l'ensemble du territoire de la MRC de Témiscamingue, aussi pour un montant de 40 000 Avez-vous des questions sur les projets? Vous vous rappelez que c'est la Corporation de développement communautaire que nous avons mandaté pour faire la sélection des projets soumis. Alors, Marco, merci. Il avait juste levé la main longtemps avant toi, Alexandre. Je vais te revoir après. Alors, point 8.5, préfecture, demande de versement différé de l'indemnité de fin de mandat, Lynn. Oui, donc, Mme Bolduc a droit à une indemnité de fin de mandat conformément aux dispositions de la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Donc, Mme Bolduc a déposé une lettre le 17 octobre 2025 qui demande que le versement de la dite indemnité soit effectué au cours du mois de janvier 2026. Donc, les sommes, on l'a en réserve, là, fait que vous n'allez pas être inquiets. Donc, ce serait juste d'accepter la demande de Mme Bolduc pour que le versement se fasse au mois de janvier 2026. Okay. Monsieur Paquet. 8.6, je vais laisser la parole à Samy. Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2025. Il s'agit d'un dépôt comme le prévoit la loi. Vous avez 2 états financiers. Le premier reflète les dépenses ainsi que les revenus en date fin de septembre. Le deuxième, c'est les dépenses. Samy, peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Excusez-moi. Donc, conformément au code municipal ainsi que le règlement de la MRC, ce soir, on dépose, la directrice générale dépose 2 états financiers. Le premier reflète les dépenses et les revenus en date du fin du mois de septembre. Et le deuxième, c'est les dépenses et revenus projetés en date du 31 décembre afin que vous puissiez avoir une idée sur les revenus disponibles ainsi que les dépenses. Merci. Avez-vous des questions? On prend acte des dépôts. Parfait, merci. Gestion des matières résiduelles. Vital, rapport d'activité. Est-ce que vous avez des questions pour Vital sur l'évolution mensuelle des coûts, etc., etc.? Ça va pour tout le monde? Alors, on passe au point 9.2. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres pour un contrat d'entretien mécanique. Vital. Donc, suite à l'arrêt du travail permanent du conception de valorisation depuis octobre 2023, et considérant que l'entretien mécanique de nos camions est actuellement assuré par l'entreprise TEMEC jusqu'au 31 décembre 2025, sans possibilité de renouvellement supplémentaire, il est proposé aujourd'hui d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien mécanique de nos camions. Questions, commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Michel, parfait. C'est bon pour tout le monde? Okay. Et autorisation de paiement de factures liées à l'intervention pour l'incendie de la Motte Copeau à l'écocentre de Fabre. Incidemment, merci beaucoup, Lynn, pour la mise à jour d'hier. Je te laisse la parole. Oui, donc, comme vous le savez, on gère depuis la fin du mois d'août un incendie dans la Motte de Copeau situé sur le site de l'écocentre à Fabre. Donc, on a fait diverses interventions. À un moment donné, l'incendie avait tendance à vouloir
aller dans le boisé. Donc, il a fallu qu'il y ait une intervention du côté de la Résite. Ils nous ont acheminé une facture. On a aussi sollicité l'intervention auprès d'une entreprise agricole pour venir faire des travaux de pompage. Donc, ils nous ont aussi transmis leur facture. Donc, ce soir, ce serait d'autoriser le paiement de la facture de la visite au montant de 4 674 $ pour l'intervention du 13 septembre 2025 à l'Agricocentre. Ou sinon, d'autoriser aussi le paiement de la facture à la ferme Valsy au montant de 13 629,14 pour les travaux de pompage réalisés le 23 et 24 septembre dans le cadre des opérations d'inspection du feu. On se rappelle qu'on a pris des mesures exceptionnelles du fait qu'on avait un chantier de construction pour la livraison d'un pont qui devait être livré avant le 10 octobre, ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça qu'on a entrepris des mesures exceptionnelles pour gérer la fumée. Est-ce que tu as une question? Non? Question. Oui, vas-y. Est-ce que je peux avoir la description des équipements qui représentent un prix de 1 620 $? Il y avait 4 tracteurs. 4 tracteurs qui avaient au-delà de 150 forces. C'était de la grosse. Il y avait 2 pompes. Il y avait. Il faut que je fouille dans mes. Je vous pose la même question, elle. J'ai arrêté à 4 tracteurs. Je suis venu avec les opérateurs, le monde de la ferme. Oui, c'est eux autres qui ont tout géré ça. Nous, on a géré, mettons, le trafic là, pour quand ils se sont installés. Sinon, Alain, dans les autres équipements, là, il y avait aussi il y a les 2 pompes là, pour arroser et épuiser. Oui, mais c'est ça. La pompe de transfert. Je viens de dire. Quand tu regardes la facture de même, c'est pas transparent, je trouve. Il aurait dû y avoir une description des équipements utilisés. C'est 1 620 $. Je trouve ça beaucoup, mais quand tu me dis qu'il y a 4 tracteurs, 4 pompes, 8 personnes, tu sais, ça peut s'expliquer. Là, mais plus de même, tantôt, C'est un bon point. Puis, eux autres, ils facturent en fonction de quelqu'un qui sait ce qui s'est passé sur le terrain. C'est pas notre cas. Fait que, ben là, est-ce que la réponse vient? C'est correct? Donc, je reviens à est-ce que quelqu'un proposé? Alain, merci. Oui, excuse Marco, avant. Au centre, est-ce qu'il paye des taxes à la municipalité de Fort? Est-ce que l'éco-centre paye des taxes à la municipalité de Fort? Oui, paye des taxes, OK. Les immeubles qui appartiennent à la MRC est exempté de taxes, sauf pour les taxes de service, comme ici, à l'immeuble, à l'Unimérie, on paye des taxes de service à la ville, là, pour l'aqueduc. Il y a un article de loi. Ah, parce que vous avez la question, parce que la visite a envoyé une facture. J'ai dit, t'envoies pas une facture quand tu payes des taxes, hein? C'est pour ça que je pose la question. Quand on paye des taxes sur notre maison, si les pompiers viennent, ils n'envoient pas de facture, on paye le service d'incendie. Marco, la visite est intervenue 3 fois. Ah, mais ils sont là pour ça. Mais on ne paye pas de taxes, c'est normal. Non, mais là, de toute façon, on les faisait intervenir en prévention aussi. Fait que c'est une demande que nous, on adressait. Parce que la première fois qu'ils sont venus éteindre un feu, puis on n'a pas eu de facture. OK. Ça, dans les poissons, on l'a vu, c'est une taxe de poubelle. En forme. Marco, même si on aurait payé des taxes, là, le fait que c'était des interventions répétitives, ils sont en droit de nous charger. Ah, je suis sûr. Bon, est-ce qu'on peut payer la facture? Alain, tu es toujours d'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça brûle encore? Oui. Ça va pas de la place. Oui, avec la mise à jour que vous avez envoyée hier, notre responsable au centre de valorisation est revenu de ses vacances aujourd'hui. Il était parti à la chasse. Hein? Quand il arrive le temps de la chasse, tu ne négocies pas ça, de rester au bureau, au travail.
Donc, il était parti, fait que c'est certain que la gestion de la fumée était un petit peu moins contrôlée parce qu'on n'avait pas la personne. Moins stratégique aussi. Parce que Le monde, il y en avait moins court. Hein? On avait tous des dépotoirs dans les municipalités où on les allumait toutes les semaines, puis personne ne chialait. Juste pour vous dire que depuis ce midi, il n'y en a plus de fumée. Ah, il n'y en a plus, là. Là, il va faire ses interventions à tous les matins, là, fait que ça devrait. Parce que j'ai passé lundi, c'était pas si peu que ça. C'était bien peu que ça. J'ai passé un autre maintenant en chasse et il travaillait sur le pont. Je pensais que c'était de la brume. C'était pas de la brume. Pour les travailleurs, c'était vraiment un enjeu. Puis c'est pour cette raison-là qu'on avait décidé, puis on en a parlé au mois de septembre. C'est pour cette raison-là qu'on avait décidé de donner une marge humanitaire. Ouais, c'est ça. Parce qu'il ne fallait pas ralentir les travaux sur le pont. Il y avait un chantier, puis c'est un chantier stratégique pour le Témiscamingue. C'est bien malheureux, là, mais on va l'éteindre, ça va rallumer, ça. Là. On fait trouver une solution à long terme au fond de ça. Là. Ça chauffe par en dessous, c'est sûr que ça va rallumer. On va se donner les moyens. On va régler ça, oui. Vous allez régler ça. Avez-vous hâte? Alors, je suis permis qu'on en parle de ce récit tout J'ai rien dit. Il est donc suivi des comités. Vous avez le projet de PV du comité administratif qui s'est réuni le 8 octobre. Avez-vous des questions? Donc, 2.2, vous avez les rapports des représentants nommés par la MRC. Il y a le refuge pour animaux et il y a le RIFT. Est-ce que vous avez des questions sur les représentants? Il n'y en a pas. Alors, on passe à affaires municipales. Point 11.1. Décès. Monsieur, on a appris, Vincent, notre vénéré collègue qui a pris sa retraite le 3 octobre, nous a informé que M. Yvon Gingras, qui a été maire de Latulippe-Gaboury pendant plusieurs années, de 81 à 95, et qui a été préfet suppléant ici de juillet 87 à 95, est décédé. Et il avait fait un retour en politique municipale entre 2009 et 2011. Je souligne que je fais la motion que le Conseil tient à rendre hommage à un homme profondément attaché à sa communauté, dont l'engagement, la générosité et la passion pour le développement du Témiscamingue ont laissé une empreinte durable au sein du milieu municipal. La motion sera partagée à la famille, évidemment. Affaires nouvelles. Est-ce que vous avez, affaires municipales, avez-vous d'autres éléments à soulever dans l'item affaires municipales? Alain? Je veux juste en profiter. Un trophée sur la table pour toi. Je voulais donner un trophée virtuel. Nous n'en reviens pas encore au travail qui s'est fait au refuge. Un trophée virtuel. David était quand même, on a beaucoup de délégués, peu importe communication. On a voté une résolution de mon passé pour envoyer le même montant que si on avait délégué, mais comme un gars, en l'honneur du bon travail qui a été fait. Ben là, si tu veux, on va le mettre à 10.2. On va mettre ce point-là à 10.2 si tu veux. Que tu soulignes parce que c'est ça. Que vous pouvez m'appuyer ouvertement sur les autres. On ne peut pas aller là. On ne peut pas aller là du tout. Un gars s'essaie, mais on ne peut pas aller là, Jean. Je vous rappelle que le Conseil est non partisan. Donc, pour affaires municipales, il n'y a pas d'autres éléments. Affaires nouvelles, est-ce que vous avez des items à soulever? Oui, Alain. Oui. Je pense qu'on pourrait donner de la démotion, le remerciement à Claire d'avoir passé les 8 dernières années, surtout avec moi. Vraiment, merci Claire. D'avoir passé 8 ans avec nous autres, c'est apprécié. Moi, j'ai eu du fun. Là. À toutes les journées, je n'ai pas eu de misère à venir travailler. Là. Il faut souligner, je crois. Claire
elle a assisté à toutes les activités qu'il y a eu dans nos municipalités. Ça, c'est remarquable. Merci. Être à l'écoute. C'est pas tout ce que je vais faire de mes factures. Je peux dire, Normalement, la vie de chose, j'ai fait une bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Ça me fait très plaisir d'être dans vous. Ça me fait très, très, très plaisir d'être dans vos municipalités. C'est vraiment, invitez-moi encore. Alors, faut pas oublier, là. Ah, je vais pas sur la motion de M. Lalonde. Tu sais comment c'est que j'aime ça. Des hommages, de prendre parole. Donc, si tu permets, je vais lire le mot. Donc, vous savez tous à quel point j'adore les allocutions. Alors, comme c'est une occasion très spéciale, je vais faire un effort. Donc, ce soir, nous soulignons la dernière séance du Conseil présidée par Mme Claire Bolduc, une fête qui aura profondément marqué notre organisation et notre territoire. Tu n'as pas pleuré, évidemment. Oui, j'essaie de me retenir. Claire, ton passage à la tête du Conseil de la MRC aura été à la fois inspirant et déterminant. Tu as su